Nous avons abordé jusqu'à présent un certain nombre de chapitres concernant l'histoire de la Grèce, et à un moment donné, il faut bien faire de l'histoire économique. Et dans l'histoire économique, à côté du secteur agricole qui représente les activités de la plus grande partie de la population, n'oubliez pas que jusqu'au XIXe siècle, l'immense majorité des gens travaillaient dans l'agriculture ou dans l'élevage, il faut aborder quand même un secteur qui, tout en étant plus restreint, plus réduit, a quand même animé la vie d'Athènes à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et 4e siècle avant notre ère, à savoir l'artisanat et le commerce. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que on trouve parmi les producteurs et parmi les commerçants toutes les catégories d'individus. On trouve des citoyens, on trouve des étrangers, ceux qu'à Athènes on appelle des métèques, et on trouve enfin des esclaves. Toutefois, le produit du travail, je parle bien maintenant du produit du travail, ira toujours dans les mains d'un homme libre. Et on va le voir en particulier lorsqu'il sera question du secteur de la construction. Le plan suivi dans cet exposé sera élémentaire, donc simplissime. Je commencerai par l'artisanat et l'industrie, autrement dit ce qui relève du secteur dit secondaire, et dans un deuxième temps, j'aborderai tout à fait logiquement le secteur des échanges, autrement dit le commerce. Je commence donc par l'artisanat et l'industrie. L'artisanat est une activité qui, à Athènes, se fait dans un atelier. L'atelier à Athènes porte un nom qui est écrit au tableau, qui est ergasterion. Ergasterion. Dans ergasterion, vous allez voir la racine ergon, qui veut dire travail en grec, et qui a donné lieu à toute une série de mots en français qui renvoient à cette idée de travail. Pensez à la chirurgie. Dans chirurgie, vous avez deux racines. Chirurgie, la première partie du mot kairos qui veut dire la main, puis chirurgie, où vous trouvez ergon de nouveau, ça veut dire le travail de la main. Un chirurgien, c'est quelqu'un qui travaille de la main. Si vous prenez le terme urgence, c'est le travail par excellence où l'on doit aller vite. Si vous prenez le terme ergothérapie, c'est une spécialité qui consiste à soigner les gens qui ont des soucis liés au travail. Si vous réfléchissez au mot l'ergonomie, qui est une science qui veille à ce que vous puissiez disposer des instruments de travail les plus agréables, qui vous permettent également pour l'employeur d'être le plus rentable, eh bien, dans l'ergonomie, on vous apprend à veiller à ce que les fauteuils dans lesquels vous soyez assis soient inclinés d'une certaine manière, de telle manière que vous n'ayez pas mal au dos, que les machines, les ordinateurs par exemple, soient conçus de telle manière que vous ne soyez pas fatigué lorsque vous les utilisez. Donc ça appartient à l'ergonomie. Il y a encore des tas d'autres mots qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit, mais qui appartiennent à la même famille de mots, donc qui sont liés à ergon. Donc un ergasterion, c'est un atelier, autrement dit un lieu de travail.
Alors ces ateliers, la plupart du temps, en ville, à Athènes, sont petits. Ils donnent sur la rue directement, donc ils sont au rez-de-chaussée. La plupart du temps, vous avez le maître avec un ou deux esclaves, dans le meilleur des cas. On y produit ce dont le chaland, le client, a besoin lorsqu'il circule dans la rue. Exemple, si vous avez besoin de cuir, eh bien, vous allez chez l'artisan qui produit des objets fabriqués dans cette matière. En particulier, je pense à ces prêtres qui, lorsqu'un sacrifice a été fait, vont vendre à un artisan les peaux, ou plus exactement à un tanneur les peaux, qui va les travailler, puis les revendre à un artisan qui va les mettre à mesure pour le client qui passera dans la rue. Et ainsi de suite. Je ne vais pas faire le détail ici, puisque les différentes formes d'artisanat vont être développées dans la suite de la leçon. Le statut des artisans est très bas. Ils sont mal considérés. Alors pourquoi sont-ils mal considérés? Parce que, en Grèce, et donc, en l'occurrence ici, à Athènes, le travail par excellence, c'est celui qui résulte d'une activité liée à la terre, à l'agriculture, parce que la terre, c'est la mère nourricière. Il y a un rapport religieux à la terre. Autrement dit, vous travaillez la terre et vous en tirez un produit qui va vous servir à vous directement. Tandis que, par définition, un artisan travaille toujours pour quelqu'un d'autre. Il est donc rétribué. Et dès lors que vous êtes rétribué, s'établit aux yeux des Grecs, je ne dis pas que c'est le cas à l'heure actuelle, bien au contraire, mais aux yeux des Grecs s'établit une relation de dépendance qui fait que l'artisan, par rapport à son client, est dans une relation de soumission. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a 2500 ans, les Grecs ne pensaient pas comme nous aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Autrement dit, la notion de travail, la notion de rétribution sont des notions qu'il faut comprendre dans un contexte déterminé. Si vous voulez comprendre ce que signifie une rétribution pour un grec, pour un athénien ici en l'occurrence, pour comprendre ce que signifie le travail, vous devez effectuer véritablement un travail de nature anthropologique. Un grand philosophe et historien de la pensée grecque, Jean-Pierre Vernant, décédé depuis quelques années maintenant, avait décidé au départ de faire une thèse de doctorat sur le travail en Grèce ancienne, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait déplacer son fusil d'épaule, parce qu'il s'est rendu compte que la notion de travail n'était peut-être pas la même, et elle n'était pas la même pour un grec que pour nous. Donc étudier le travail en Grèce ancienne supposait que l'on ait d'abord compris ce que, dans la tête d'un grec, le travail voulait dire. Maintenant, on va étudier les 5 grands secteurs, il y en a peut-être d'autres, et il y en a même certainement d'autres, mais 5 grands secteurs d'activité artisanale ou industrielle, parce que je vais lier les deux, à Athènes à l'époque classique. Je les cite tout d'abord. Il y a la céramique, il y a ensuite le travail de l'armement, autrement dit plus particulièrement du métal,
le textile, la construction et les mines. Nous allons reprendre chacun de ces 5 secteurs successivement. Je commence par la céramique. Alors, la céramique, c'est vraiment une activité artisanale, ou l'activité artisanale par excellence pour les Grecs, et pour les Athéniens surtout. La céramique, c'est la poterie. Et à cette époque-là, on utilise des pots pour tout. Pour la conservation des liquides, mais aussi des solides. Lorsque vous voulez conserver du grain d'une saison à l'autre, par exemple pour les semailles du printemps, vous allez conserver le grain dans des amphores. Même chose pour les olives, même chose pour le vin, pour ne citer que 3 produits célèbres pour le monde grec. Donc, dans les maisons, vous avez beaucoup d'amphores. Tenez-vous bien, on a gardé 80 000 vases athéniens pour l'Antiquité. Donc vous voyez que c'était une production en série, véritablement, même si les artisans étaient très nombreux. Donc il ne faut pas imaginer que ça sortait d'usine. Il y avait quelques spécialistes, des potiers, qui effectivement travaillaient avec beaucoup d'esclaves. Mais la plupart du temps, ces potiers, ces artisans travaillaient seuls ou avec 1 ou 2 esclaves. Il ne faut pas imaginer autre chose. C'était des petits artisans. Donc vous voyez que la céramique est un produit indispensable pour la conservation des liquides et des solides dans le domaine de l'alimentation. Mais pas seulement, d'ailleurs. Qui travaillait dans les ateliers des céramistes? Des esclaves. Alors, pour chacun des secteurs que je vais envisager, je vais chaque fois identifier le personnel qui y travaille. C'est-à-dire, s'agissait-il d'un personnel d'hommes libres? S'agissait-il d'étrangers? Ou s'il s'agissait d'esclaves? C'est quand même important de savoir qui produit. Parce qu'en fonction du personnel qui produit, on ne va peut-être pas, c'est même certain, demander le même rythme de travail, le cas échéant. La motivation n'est peut-être pas la même. Et surtout, du point de vue du producteur, c'est-à-dire du point de vue de celui qui possède le ou les moyens de production, le fait d'utiliser des esclaves ou des hommes libres modifie considérablement le bénéfice. Ça va de soi. N'oubliez pas que dans le monde antique, quand vous êtes un esclave, vous êtes la propriété de celui qui vous fait travailler, si vous n'êtes pas libre. Autrement dit, lorsque vous travaillez gratuitement, vous travaillez pour le profit de votre propriétaire, et tout ce que vous allez produire, ce sera la propriété de celui qui vous possède. Oui, vous êtes une machine, vous êtes un animal pour le propriétaire, même si vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. Un esclave, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est analphabète, illettré. Il y avait des esclaves médecins, il y avait des esclaves, des gens qui étaient très cultivés. Et leur fonction n'était pas toujours de travailler au fond d'un atelier ou travailler dans un champ. Ils pouvaient avoir des fonctions à l'intérieur d'une maison, d'une maisonnée, des activités, par exemple, de précepteur des enfants. Ou si vous êtes médecin, il est là pour soigner les gens et les guérir. Ça va? Donc il ne faut pas avoir d'a priori quant au niveau intellectuel des esclaves. Il y avait de tout, puisqu'un esclave était le résultat d'un rapport
je dirais, de force, lorsqu'il y avait eu une conquête, et vous vous appropriez une force de travail manuelle ou intellectuelle. Un esclave peut être acheté aussi. Donc on peut acheter quelqu'un parce qu'il a des compétences intellectuelles. Ou une femme, ou des femmes, parce qu'elles ont des compétences qu'on imagine. Ou elles n'ont peut-être pas ces compétences-là, mais en tout cas, on les achète pour leur look. Mais bien entendu. Voilà. Donc en fait, l'esclavage, en fait, est un rapport entre deux êtres humains dont l'un est propriétaire et l'autre est son serviteur. Et donc, un meuble, un animal. Pour qui les poteries, puisqu'on est toujours dans le secteur des céramiques, étaient-elles fabriquées? Alors là, le public, ou plutôt la clientèle, pouvait être très diverse, très multiple. Et par conséquent, lorsque vous fabriquez des pots, vous allez agir en fonction des besoins de votre clientèle. Les motifs qui vont apparaître sur les pots, si ce sont des pots qui sont peints, répondront évidemment au métier, aux soucis, aux intérêts de celui qui les achète. Normalement, la céramique, les pots, dans les ateliers, sont la propriété du potier. C'est lui qui possède les moyens de production, et le peintre est quelqu'un qui vient après. Soit c'est un employé, soit c'est quelqu'un dont on s'associe les services. Mais donc, la personne qui est la patronne de l'atelier, c'est donc le potier, ce n'est pas le peintre. Au VIe siècle, on parle de techniques de figures noires. Alors, au Ve siècle, au siècle suivant, on parle de peinture de figures rouges. Alors, je vous explique la différence entre les deux techniques. Dans un premier cas, les pots ont la couleur naturelle de la céramique qui sort du four, et le peintre va peindre sur le pot un motif en noir, quel que soit le motif. Il peut s'agir d'une scène de la mythologie ou une scène de la vie quotidienne, par exemple. Tandis qu'au siècle suivant, la décoration va évoluer autrement, puisque dans un premier temps, on commence à vernir la totalité du pot en noir, la totalité, je dis bien, et puis on va dessiner par incision, par gravure, dans le vernis noir, on va donc enlever du vernis noir pour faire apparaître la couleur naturelle qui se trouve en dessous et qui est du rouge ou du brun. Autrement dit, dans un premier temps, au VIe siècle, on peint du noir. Dans un deuxième temps, au Ve siècle, on retire de la matière pour faire apparaître la matière initiale, à savoir la terre cuite. Je vous ai expliqué que les ateliers
ateliers de potiers étaient nombreux, que la céramique athénienne a été vendue sur tout le pourtour de la Méditerranée, et que donc nous connaissons très bien, pas seulement la technique, mais que ce qui reste de ces poteries, parce que je vous dis 80 000 vases, d'accord, mais tous ces vases ne sont pas restés tout à fait entiers, cassés, c'est certain. Ça nous permet de savoir, grâce aux poinçons, parce que lorsque une poterie était réalisée, le potier mettait une marque. Vous savez, comme on peut le faire pour les taureaux en Camargue, hein, fer rouge, sauf qu'ici c'est pas le fer rouge, mais on pouvait mettre une marque, des initiales par exemple, ou un symbole, un signe. Et ça nous permet de savoir quelle a été la diffusion des différents ateliers de potiers sur le pourtour de la Méditerranée et en Grèce. Et aussi, cela nous informe sur les relations commerciales qu'Athènes a pu avoir avec des régions parfois lointaines qui ne sont pas obligatoirement des colonies grecques du bassin méditerranéen. Donc ça nous permet de savoir si les Grecs, les Athéniens ont été plutôt en contact avec des cités ou des régions qui se trouvent dans le sud de l'Italie, en Libye, en Égypte, etc., au Proche-Orient. Donc vous voyez, ce sont des traces qui nous informent sur les échanges commerciaux. Passons maintenant à l'armement. Deuxième secteur. Quand on pense armement, on pense d'abord au métal, bien sûr, mais pas seulement au métal, on pense aussi au cuir. Parce qu'il faut savoir que dans l'armement, en Grèce ancienne, il y a des parties souples. Sur les boucliers, par exemple, ou sur les épées. Voilà, les armes, les casques, par exemple. Et donc, il y a au moins deux types de professions, deux types d'artisans qui s'occupent des armes. Dans le domaine du métal, à l'inverse de ce dont j'ai pu vous parler pour la céramique, où il s'agit essentiellement de citoyens qui sont des patrons, mais où les travailleurs sont des esclaves, ici, ceux qui possèdent les moyens de production sont des métèques, autrement dit des étrangers. Je vous ai déjà expliqué, je crois, que métèque vient de deux mots grecs. Le premier, méta, qui veut dire à côté de, et oikos, c'est écrit au tableau, qui veut dire la maison. Donc un métèque, c'est celui qui habite à côté de la maison, étymologiquement. Troisième secteur, le textile. Alors, le textile est une production essentiellement, voire exclusivement domestique. Donc, il n'y a pas d'atelier de textile. Ça se fait à la maison. C'est une activité domestique et c'est une activité qui est réservée aux femmes. À l'intérieur de la maison, les femmes ont un double rôle par rapport à cette activité textile. C'est d'abord de filer, ensuite de tisser. Je vous rappelle ce thème important que l'on trouve dans l'Odyssée, pour une période bien plus ancienne, puisque l'Odyssée est écrite au 8e siècle, avant notre ère, le rôle de Pénélope, quand elle est en train de tisser sa fameuse tapisserie qu'elle défaisait la nuit, puisqu'elle ne voulait pas, comment dirais-je, se marier avec un des prétendants. Elle avait promis, le jour où je termine mon tapis, ma tapisserie, eh bien, je me marierai. Mais comme elle était toujours fidèle à Ulysse, qui n'était toujours pas revenu de voyage, eh bien, donc, elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fabriqué le jour. C'est assez déprimant, mais enfin, par rapport à son objectif,
ce l'était peut-être moins et c'était compréhensible. Donc il y a également toute une mythologie autour du tissage. Une mythologie réellement par rapport aux divinités, etc. Il y a toute une pensée aux fileuses, aussi celles qui tiennent entre vos mains. Je pense au parc, le fil de la vie. Vous savez, ces trois femmes qui sont l'une à côté de l'autre, une qui débobine, l'autre qui fait passer, la dernière qui coupe. Voilà. Donc, c'est pas sans intérêt. N'oubliez pas qu'on est dans une civilisation agro-pastorale. Donc, il y a d'une part l'agriculture. Je vous ai parlé tout à l'heure des produits de la vigne, je vous ai parlé de l'olivier, entre autres choses. Mais il y a le blé, bien sûr. Mais alors, il y a aussi l'élevage. Et l'élevage a pour destination la viande, je veux bien, mais ce n'est pas la viande en premier lieu. C'est... non. Ce n'est pas la viande en premier lieu, à cette époque-là. Parce qu'une fois que tu tues ton animal, ben, c'est fini. Donc, quand tu as une femelle, tu préfères au contraire qu'elle reproduise. Donc, quand on a des moutons, c'est pour la laine. C'est pour le lait, la même chose pour les chèvres. Donc c'est le lait et la peau qui sont intéressants dans un premier temps. Simplement, en fin de vie, ben voilà, on dit bon, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Ça c'est autre chose, mais on attend que l'animal ait produit tout ce qu'il pouvait produire préalablement. On ne va pas tuer une agnelle, une brebis comme ça alors qu'elle est toute jeune, puisqu'elle peut produire pendant de nombreuses années autre chose que de la viande. Ça va? Et donc, le tissage, le filage et le tissage occupent une place importante par rapport à cette activité d'éleveur. À l'extérieur de la maison, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, liées à l'odeur, entre autres, on teint. Donc, à l'intérieur de la maison, on file et on tisse, et à l'extérieur de la maison, on pratique la teinture. Quatrième activité, c'est de la construction. Alors, comment connaît-on la construction, les activités du bâtiment dans l'Athènes classique? Pour les bâtiments publics, ce sont les seuls qui nous ont laissé quelques sources, et elles sont très rares, on a des comptes publics. Parce qu'effectivement, lorsque l'on décidait la construction d'un temple, la construction d'un théâtre, il fallait faire appel à l'Ecclésia, à l'Assemblée du peuple, qui gérait le budget de la cité. Et à l'époque, religion et politique sont étroitement liés. Nous allons approfondir d'ailleurs le sujet mardi prochain. L'Assemblée du peuple décidait de construire un temple, un sanctuaire, comme je vous l'ai dit, un théâtre. On se fixait sur un budget. Qui dit budget suppose la mise en parallèle entre des coûts de construction et d'autre part des recettes. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous n'avez. C'est tout à fait logique. Les revenus sont liés à l'impôt, aux taxes. Il y avait des commissaires de l'Assemblée qui étaient chargés d'établir un cahier des charges, c'est-à-dire, à la demande de l'Assemblée, d'indiquer exactement ce que le peuple voulait. Ils disaient, voilà, on veut un temple comme ceci, comme cela, à tel endroit,
de telle hauteur, sur tel territoire, ça va coûter combien, et eux établissaient donc un cahier des charges. Ce cahier des charges, les commissaires en faisaient prendre connaissance des entrepreneurs qui, par adjudication, c'est-à-dire par soumission, à la suite d'une soumission à marché public, il y avait des enchères, on disait mais qui ça intéresse? Alors évidemment, il faut trouver un entrepreneur à la fois sérieux, mais qui ne coûte pas trop cher. Il faut essayer de combiner à la fois la conscience professionnelle, la compétence, et d'autre part, évidemment, les coûts. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Si le ministère des Travaux publics de la région wallonne décide de construire une route, eh bien, il va soumettre à un marché public l'ouvrage, comment dirais-je, le cahier des charges, aux entrepreneurs. Ceux-ci vont en prendre connaissance, vont dire voilà, moi je suis prêt à faire ce travail-là pour ce montant-là, l'autre va dire voilà, dans tel délai, etc. Et évidemment, les pouvoirs publics vont choisir la personne la plus sérieuse et celle qui est la moins coûteuse. Ce n'est pas obligatoirement celle qui est la moins coûteuse, parce que celui qui est peut-être le moins coûteux, c'est peut-être le moins bon, en ce qui concerne la réalisation du travail. Donc on voit ce que l'entrepreneur propose. Donc on a gardé cela. On a gardé cela pour la fin du 5e siècle. Si mes souvenirs sont bons, c'est les années 404, 403, je pense à cela. Dans le cadre de la construction du temple dédié à Poséidon Érecté, ce que l'on appelle plus familièrement l'Érectéion, j'ai écrit le nom au tableau, l'Érectéion, qui est un temple qui se trouve sur l'Acropole. Vous savez, sur l'Acropole, il y a 4 monuments importants. Il y a tout d'abord les propylées, quand vous montez sur l'Acropole, et qui sont, je dirais, la porte d'entrée de l'Acropole elle-même. Vous avez bien sûr le Parthénon, qui est le monument le plus célèbre de l'Acropole. Vous avez l'Érectéion et vous avez le temple d'Athéna Niké, c'est-à-dire Athéna la victorieuse. Donc l'Érectéion, c'est donc un temple bien connu que l'on trouve, voilà, hein, tout cela est très connu. Maintenant, qui réalise le travail? Je vous ai dit, ce sont des entrepreneurs privés. Mais ces entrepreneurs privés, ce sont au fond les propriétaires des moyens de production. Ce n'est pas eux-mêmes qui travaillent, bien entendu, a fortiori sur un chantier comme celui-là qui va durer de nombreux mois, voire des années, et qui nécessite une main-d'œuvre abondante. Alors, la main-d'œuvre, elle est constituée aussi bien de citoyens que de métèques ou encore d'esclaves. Les hommes libres, qu'ils soient citoyens ou étrangers, ou les esclaves, travaillent côte à côte. C'est intéressant à noter, ça veut dire que dans le domaine du travail, on ne trouve pas la hiérarchie qui est celle de la vie publique, où il y a des citoyens et les autres, où il y a les hommes libres et puis les hommes non libres, les esclaves. Ici, ils travaillent tous côte à côte. Ils reçoivent le même salaire, une drachme pour une journée de travail, ou bien ils sont payés à la pièce. Donc il y a deux possibilités. Soit on est payé à la journée, soit on est payé pour la réalisation d'une pièce. Alors, où se situe la différence? Je l'ai indiqué dans mon introduction. C'est que l'esclave, l'homme non libre, il est la propriété de son maître. Donc il est payé de la même manière qu'un homme libre, sauf que son salaire à lui va aller dans la poche, même si ça n'a pas de sens, les gens n'avaient pas de poche à l'époque. Même si ça va dans l'escarcelle, il n'y avait pas d'escarcelle non plus, parce qu'au Moyen-Âge, ça va effectivement dans les mains du propriétaire. Donc il a travaillé, entre guillemets, non pas pour lui, mais pour le profit de quelqu'un d'autre.
Mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de différence quant au montant du salaire qui est attribué pour un homme libre, citoyen ou métèque, ou pour un esclave. Passons maintenant au dernier secteur, qui est un secteur qui a été extrêmement profitable. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont... L'exploitation des travailleurs est plus pénible encore qu'ailleurs, et beaucoup plus pénible qu'ailleurs, à savoir le secteur des mines. Où trouve-t-on des mines d'argent en Attique? Bien dans le sud de la péninsule, à savoir dans le Laurion. Donc les mines du Laurion, le mot est écrit au tableau également, sont des mines d'argent, mais entendons-nous bien, cet argent, ben, il n'affleure pas au bout du sol. Cet argent, on ne le trouve pas en tant que tel. Ce que l'on trouve lorsque l'on creuse la roche, c'est du plomb argentifère, ce qui n'est pas la même chose. Du plomb argentifère. Autrement dit, vous avez un travail extrêmement dur qui est réalisé par une main-d'œuvre servile, nombreuse, qui doit creuser donc dans la roche des boyaux extrêmement étroits où ils doivent se mouvoir. Ils doivent donc détacher ce plomb argentifère avec des pics. Une fois sorti de la mine, ce plomb argentifère va être broyé, trié, lavé dans des lavoirs qui sont à proximité donc, de la sortie des mines. C'est un travail très pénible, mais vraiment très très pénible. Ce type de travail, on le retrouvera bien après dans l'histoire de l'humanité. Pensez aux mines du Potosi, en Bolivie, et pensez, alors là ce sont aussi des mines argentifères qui ont été exploitées à l'époque de la conquête espagnole, donc au temps moderne, mais alors pensez à d'autres mines qui sont liées à la région d'où un certain nombre d'entre vous proviennent, c'est-à-dire la région de Charleroi, ou aussi la région du centre, ou du Borinage, où là on travaillait dans des mines de charbon, là aussi dans des boyaux très étroits, dans des conditions de travail extrêmement pénibles, d'où on ressortait en très mauvais état, et peut-être d'ailleurs, peut-être pas dans cette classe-ci, mais enfin, un certain nombre de mes étudiants m'expliquent de temps en temps que leur grand-père travaillait, était venu d'Italie pour travailler dans nos régions, en Wallonie, pour, après 1946-48, pour travailler dans ces conditions, parce qu'en Italie, il n'y avait rien du tout à ce moment-là, comme moyen de survie. Donc ici, je reviens à ce dont j'étais en train de vous parler. Donc les esclaves travaillent très durement. Je vous ai parlé des étapes de la production. Les débouchés maintenant. Eh bien les débouchés, c'est pas seulement qu'on pourrait le penser pour l'argent, les bijoux, c'est d'abord les pièces de monnaie. Donc l'État, moyennement, évidemment, une certaine somme d'argent, louait une concession à, non pas un propriétaire de la mine, mais à un propriétaire d'esclaves, qui louait donc un espace sur le territoire athénien, donc dans la région du Laurion, sur lequel donc
ce propriétaire d'esclaves faisait travailler donc ceux qui dépendaient de lui. Donc c'était des concessions, je dis bien, ce n'était pas leur propriété. Et ils étaient sûrs du débouché, puisque le produit du travail de ces esclaves servait directement pour le monnayage, pour la fabrication de pièces de monnaie, pour les drachmes. Comment connaît-on les différentes étapes de la production dont il était question? Je vous ai dit, une fois que l'on a entre les mains du plomb argentifère, il faut encore le broyer, il faut encore le trier, il faut encore le laver. On sait tout ça grâce à des fouilles archéologiques qui ont été faites à proximité du Laurion, dans une petite localité qui s'appelle Torikos. Oui, c'est pas écrit au tableau, donc c'est T-H-O-R-I-K-O-S. Et donc on a pu identifier les étapes de la production grâce à ces fouilles archéologiques de Torikos. Donc, je fais un résumé, une rapide synthèse des différents secteurs. Donc, dans le domaine de la céramique, vous avez bien compris qu'il s'agit la plupart du temps, la grande majorité du temps, de petits ateliers. Il y en a les plus grands, vous savez, mais en grande majorité, ce sont des petits ateliers où il y a un ou deux esclaves. Donc là, ce sont des esclaves. Il y a quand même le maître qui travaille, hein, qui est un homme libre. Dans le domaine de l'armement, celui-ci est entre les mains des étrangers, des métèques. Dans le domaine du textile, c'est une activité féminine dans la maison, dans l'oikos. Pour la construction, on trouve trois catégories de travailleurs, des hommes libres citoyens ou étrangers, les métèques, et on trouve aussi des esclaves. Et enfin, dans les mines, là vous n'avez qu'une seule catégorie de travailleurs, ce sont les esclaves. J'espère que c'est clair dans votre tête, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas seulement de connaître les secteurs d'activité, c'est de savoir quels étaient les travailleurs dans chacun des secteurs d'activité. Vous comprenez bien que plus l'activité est pénible, naturellement, on va y envoyer ou y faire travailler des gens qui sont plus facilement malléables que d'autres, qui sont votre propriété, c'est-à-dire les esclaves. Donc, dans les mines, c'est évidemment le travail le plus pénible, ce sont des esclaves qui y travaillent. Avec le risque, et ça s'est produit, des risques de révolte, parce qu'il y a eu des révoltes dans les mines du Laurion. Pensez également, c'est comme les latomies, hein, ces carrières de pierre en Sicile, il y a eu aussi des révoltes d'esclaves. C'est un travail extrêmement pénible, et comme il y a une forte concentration de main-d'œuvre du même statut, eh bien, il y a le risque que ça pète. N'oubliez pas ce qui s'est passé aussi en 1917, en Russie. La révolution russe s'est faite avec finalement peu d'individus. Quand on compare au nombre d'habitants, à l'époque, plus de 130 millions d'habitants pour l'ensemble de l'Empire de Russie, qui était très majoritairement des paysans, ce n'est pas une révolution paysanne qui s'est produite. Parce que les paysans, vous le savez, sur cette immensité du territoire russe, ils sont tous séparés les uns des autres. Ce sont des petits villages. Tandis que dans les usines, quand vous avez plusieurs milliers d'ouvriers qui sont rassemblés au même endroit et qui connaissent la même exploitation. Donc, la révolution russe s'est produite dans des villes industrielles. La révolution russe, elle est partie d'où ça? De Moscou, de Saint-Pétersbourg, d'Odessa. C'est là qu'il y avait des grandes concentrations. Quand il y a grande concentration, il y a la constitution de ce que l'on appelle une conscience de classe, parce que les gens discutent entre eux.
Ils en ont marre au même moment, ils sont fatigués au même moment, ils échangent. Et donc on voit surgir une conscience de classe, ils ont une conscience également de leur nombre, et alors à ce moment-là, ça peut chauffer gros. Sauf que ce sont des esclaves s'ils sont enchaînés. Donc vous voyez qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement pénibles, donc ils doivent à certains moments certainement avoir des sentiments de dépression profonde, et à d'autres moments des sentiments de révolte absolue en disant ça ne peut plus continuer comme ça jusqu'à notre... On va, d'ailleurs, c'était jusqu'à leur mort, hein, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme espoir? On n'a rien à perdre. Pensez, alors là, c'est dans le domaine agricole, ce qui s'est passé entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, lors de la révolte de Spartacus. Il y a eu plusieurs milliers d'esclaves qui travaillaient sur les latifundia, vous savez, ces grandes propriétés foncières du sud de l'Italie, qui se sont donc, de Campanie, du sud de l'Italie, qui se sont soulevés, et qui à un moment donné étaient entre 60 000 et 80 000. Ils ont battu de légions romaines. Finalement, ils ont été battus en 71, et il y en a 5 000 d'entre eux qui ont été crucifiés sur la Via Appia. Vous avez peut-être vu le film avec, comment il s'appelle encore, allez, le père, il a plus de 101 ans maintenant, le père de cet acteur, Michael Douglas, donc c'est Kirk Douglas le père, hein, Kirk Douglas qui joue Spartacus, dans un film du début des années 50, mais il vit toujours, hein, il a plus de 100 ans je crois, 100 ans, quelque chose comme ça. C'est le père de Michael Douglas, Kirk Douglas, qui était un grand acteur en son temps. Voilà. Je passe maintenant au commerce. Et je commencerai par le petit commerce qui nous est très mal connu. En fait, le petit commerce ne résulte pas obligatoirement d'une division du travail, d'une spécialisation des tâches. Le petit commerce, ça peut être tout simplement le paysan qui vient de la campagne, qui se rend en ville pour vendre le produit de son travail. Des olives, du vin, voire des moutons, des chèvres. Voilà. Donc, ce type de commerce-là n'est pas un commerce spécialisé. Ceux qui vendent, ce sont des gens qui ont une autre activité qui est une activité principale. À côté de ça, par contre, vous avez le moyen et surtout le grand commerce. Ce grand commerce, on le trouve dans les ports. Ce grand commerce réunit d'une part ceux qui possèdent des navires et que l'on appelle des nauclaires, et d'autre part des marchands, des grands commerçants, des grands négociants, que l'on appelle des emporoi, au singulier emporos, qui disposent de fonds, mais pas toujours, et qui demandent à un nauclaire, donc à un navigateur, à celui qui est propriétaire d'un navire ou de plusieurs navires, de transporter sa cargaison d'un endroit à un autre. Il s'agit donc d'une association temporaire. Autrement dit, une fois qu'un voyage a été effectué, vous pouvez changer de navigateur, de marin, dire non, moi je choisis la prochaine fois un autre, parce que l'autre va plus vite, ou il est plus sûr, ou j'ai de meilleurs contacts avec lui, voilà, différentes raisons. Se créent ainsi des réseaux de partenaires changeants d'une fois à l'autre, et là aussi, on y trouve de très nombreux métèques, des étrangers. Vous vous souvenez, on a déjà vu les métèques dans le cadre de la production d'armement. On a trouvé également des métèques
qui, comme simples travailleurs, bossaient sur des chantiers publics, on retrouve ici, encore une fois, des métèques, non plus comme artisans, mais cette fois comme commerçants. Parmi les grands négociants, il y a surtout des métèques, des étrangers. La banque est aussi une activité commerciale, il ne faudrait pas l'oublier. Quelles sont les activités des banquiers à l'époque qui nous intéresse, à l'époque classique, du 5e au 4e siècle avant notre ère à Athènes? Les banquiers pratiquent tout d'abord des prêts. Autrement dit, on va chez eux pour emprunter de l'argent parce qu'on en a besoin à un moment donné où l'on n'en dispose pas. On a des traces de l'existence de prêts par des banquiers, par des prêteurs, pour des gens qui veulent acheter une terre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et on en a des traces, ce qu'on appelle des bornes hypothécaires. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pratique un système qui est toujours celui qui est d'application aujourd'hui. On fait un prêt hypothécaire, c'est-à-dire que l'on achète un bien, mais que tant que le bien n'a pas été remboursé avec ses intérêts, le prêteur peut se saisir du bien. Par exemple, si ça n'a pas été fait dans le délai prescrit. C'est ce qu'on appelle donc une hypothèque. Vous mettez un bien en hypothèque. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un système qui est vraiment très ancien. Nous n'avons rien inventé. Alors ça c'est pour, je dirais, des prêts liés à des biens fonciers. Maintenant, dans le domaine de la mer, dans le domaine maritime, j'ai déjà évoqué par la bande, il y a quelques minutes, les rapports qui peuvent exister entre deux agents économiques qui sont d'une part celui qui met à disposition son navire et d'autre part le commerçant qui fait appel au nucléaire pour transporter d'un lieu à un autre une cargaison. Dans le domaine maritime, on a des traces de contrats écrits. Alors cette fois-ci, on n'est plus au 5e mais au 4e siècle. Au 5e siècle, on a des traces donc de prêts hypothécaires pour des biens fonciers. Au 4e siècle, on a donc des documents écrits qui prouvent que lorsqu'un prêt est effectué, tout à fait logiquement, le créancier, le banquier, celui qui prête, va demander un certain nombre de garanties à l'emprunteur. Parmi ces garanties, logiquement, suivant qu'il s'agisse d'un eau claire ou suivant qu'il s'agisse d'un emporos, autrement dit suivant qu'il s'agisse d'un propriétaire de navire ou suivant qu'il s'agisse du commerçant qui a besoin d'argent pour acheter une cargaison, eh bien, soit le navire, soit la cargaison, soit les deux sont mis en gage auprès du banquier qui, si le prêt n'est pas remboursé dans les 20 jours après l'arrivée de la cargaison, le banquier, donc le créancier, le prêteur, peut prendre possession tout à fait légalement, puisqu'il y a eu un contrat écrit qui stipulait les conditions du prêt. Ce banquier peut donc saisir, faire saisir donc le bien mis en gage. En ce qui concerne les intérêts,
ces intérêts sont extrêmement élevés, entre 20 et 33%. Vous imaginez ce que c'est 20 et 33%. Ce sont des taux qui peuvent paraître usuraires, oui, mais il y a des risques extrêmement importants qui justifient ce taux d'intérêt de 1/5, voire jusqu'à 1/3 du montant du prêt. Donc ça veut dire qu'au moment, lorsque vous remboursez dans les 20 jours qui suivent l'arrivée de la cargaison, eh bien vous devez rembourser donc non seulement l'équivalent de ce qui a été emprunté, plus 1/5 de cette valeur, voire jusqu'à 1/4 ou 1/3. Ça peut paraître beaucoup. Oui, mais n'oubliez pas que les risques sont très importants. Quand vous partez en mer, il peut y avoir des pirates. Et il y avait des pirates à cette époque-là. Hein. Il peut y avoir des guerres. Il peut y avoir des intempéries naturelles, des tempêtes. Sans compter la malhonnêteté de l'emprunteur, qui peut dire « Mais non, vous ne m'avez pas prêté autant, etc. » Enfin bon, ça arrive toujours aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrivait pas. Ça ne doit pas arriver à cette époque-là. Donc les risques sont importants, et c'est ce qui justifie, d'ailleurs rien ne forçait un emprunteur potentiel d'aller chez tel ou tel prêteur. Il avait besoin d'argent, donc il se soumet évidemment aux conditions qui sont d'application à ce moment-là. Il y avait aussi des prêteurs qui étaient plus intéressants, qui étaient très prisés, c'était les sanctuaires. Parce que les sanctuaires faisaient des prêts à des taux d'intérêt plus faibles et pour de beaucoup plus longues durées. Quelles sont les autres activités de ces changeurs, au fond, ceux qui pratiquent le métier du trafic, du commerce de l'argent? Ces banquiers peuvent recevoir, sous forme de dépôt, des sommes d'argent qui, pour le déposant, cette pratique a pour le déposant l'avantage de mettre son argent en sécurité, parce que le banquier, lui, va disposer de coffres qui empêcheront tout vol, au moins théoriquement. Donc c'est la mise en sécurité. Plutôt que d'avoir de l'argent chez soi, on préfère le déposer chez un banquier. Ça, c'est la première chose. Donc l'idée de dépôt, c'est quelque chose que nous connaissons toujours aujourd'hui. Sauf que lorsque vous déposez de l'argent aujourd'hui sur un compte, je ne parle pas spécialement d'un compte à vue, mais un compte épargne, vous pouvez, théoriquement, ce n'est plus le cas depuis plusieurs années, mais théoriquement, vous percevez des intérêts, vous, puisque vous prêtez au fond d'argent à la banque. Vous déposez de l'argent, mais la banque va pouvoir en faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est prêter elle-même avec votre argent, tant que vous ne réclamez pas le vôtre. Elle va le faire travailler, cet argent. Elle ne va pas simplement laisser dormir, ce serait absurde. Sauf que vous savez que pour l'instant, les taux d'intérêt, quand vous déposez de l'argent sur un compte épargne, il n'y a rien du tout, hein, c'est des cacahuètes. Ça a peut-être changé, mais en tout cas, depuis plusieurs années, ça ne vous rapporte rien. C'est du 0, moins d'1%, je crois. Enfin, je ne suis pas, n'ayant pas de bien, de fonds déposés, je n'en sais rien. Mais je crois que c'est à peu près quelque chose de tout à fait ridicule. Je ne sais pas. Enfin, ça doit être tout à fait ridicule. Tandis qu'à cette époque-là, lorsque vous déposez de l'argent dans une banque, pour le service que le banquier vous rend, vous lui payez un intérêt. Parce qu'en fait, il vous rend service, puisqu'il vous dégage de la responsabilité et du risque que l'on vous vole. Donc vous payez le banquier, même si le banquier va faire travailler à son profit, sous forme de prêt, votre argent.
Il existait déjà une autre activité intéressante à cette époque-là, c'est qu'à partir du moment où vous avez déposé des fonds dans une banque, cela va vous permettre, le cas échéant, de pouvoir payer un tiers lorsque vous achetez un produit sans devoir déplacer de l'argent, non pas liquide, parce qu'il n'y a pas à cette époque-là de billets de banque, mais de l'argent solide. Vous ne devez pas déplacer des espèces. Il suffit que la personne à qui vous devez l'argent aille rechercher cet argent chez votre banquier, à la suite évidemment d'un contrat signé, évidemment, d'un document. Donc ça vous évite de payer sous forme d'espèces, puisque de toute façon vous êtes titulaire d'un compte où vous avez des espèces dont vous êtes vraiment propriétaire. Ça évite la circulation de la monnaie, et donc c'est très sécurisant aussi. Et ça facilite la mobilité de l'argent. Pensez aujourd'hui, on est arrivé évidemment à un système hyper épuré qui vous permet de faire des virements à partir d'un compte dont vous ne voyez pas la matérialité. Vous faites un virement, ça arrive sur le compte de quelqu'un d'autre, cette personne-là non plus ne voit pas matériellement à quoi ça correspond, sauf que vous pouvez retirer effectivement l'argent que quelqu'un d'autre vous a envoyé. Et ça permet d'alimenter votre compte. Parce que si votre compte n'est pas alimenté, effectivement, à un moment donné, c'est vous qui allez payer les intérêts, ça c'est clair. Mais donc ça facilite grandement les échanges, tout cela. Le personnel dans les banques. Eh bien, le personnel dans les banques, ce sont des esclaves. Ça peut paraître bizarre, mais n'oubliez pas que le système de valeur à cette époque-là n'est pas le même que maintenant. Je vous ai dit que la profession par excellence, celle qui est la plus noble, c'est celle de travailleurs de la terre. Ce sont les agriculteurs. Ils ont un rapport immédiat à la nature, à cette mère nourricière qu'est la terre. Je vous ai dit que les artisans et les commerçants, en fait, sont dans un rapport sale à l'argent, et ils sont dans un rapport de dépendance par rapport à leurs clients, du point de vue des Grecs. Nous, on ne dirait plus ça. Mais chez les Grecs, je vous ai dit tout à l'heure qu'un artisan, dans la mesure où il est rétribué pour son travail, eh bien, du point de vue d'un Athénien de cette époque-là, et de tous les Grecs de cette époque-là, il est un petit peu comme un esclave, c'est un dépendant. Il reçoit de l'argent, donc il devient indépendant. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est ça l'intérêt de faire de l'histoire de l'humanité, et l'histoire des mentalités surtout. Si vous croyez que l'être humain a toujours fonctionné dans sa tête de la même manière depuis des millénaires, ben là, vous n'êtes pas un historien. Il faut se dire que le rapport à l'argent n'a pas toujours été le même, que les valeurs sociales n'ont pas toujours été les mêmes. Ce qui apparaît aujourd'hui comme quelque chose de très valorisant ne l'était peut-être pas du tout. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Tout doit être historicisé, tout doit être remis dans son contexte. Aujourd'hui, l'argent, ça paraît quelque chose d'essentiel pour les gens. Je dis, mais voilà, c'est une des valeurs. Même quand on n'a pas besoin d'argent, sur le plan matériel, parce qu'on a de quoi vivre, on se sent obligé d'en gagner pour une question de prestige social. À la limite, pour rouler, on peut rouler avec une petite voiture. Non, quand on a de l'argent, on veut posséder une belle voiture, pour des questions de prestige social, pas simplement parce qu'elle va rouler plus vite sur l'autoroute, c'est parce que ça fait bien, ça vous permet de vous distinguer. La même chose pour une maison, la même chose pour vos vêtements. Ce sont des moyens de vous distinguer. Or, se distinguer de quelqu'un, comme le disait Pierre Bourdieu, c'est une manière de mépriser l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis capable de, et toi, tu n'es pas capable d'avoir autant que moi. Donc, vous établissez une hiérarchie par rapport à l'autre. La preuve, c'est que quand vous êtes chez vous,
est-il indispensable du matin au soir d'avoir des habits somptueux? Non, vous aurez des habits, pour ceux qui sont dans ce monde-là, c'est pas les miens, mais enfin bon, de mettre des choses très très belles lorsqu'elles vont en soirée, quand elles vont dans le monde, on va à l'opéra, on va à vernissage, alors là on s'habille très bien. C'est bien la preuve qu'on ne le fait pas pour soi, c'est soit par rapport aux autres, c'est pas pour soi tout seul, c'est soit par rapport aux autres. Donc on veut se distinguer, ou en tout cas ne pas paraître inférieur sur le plan vestimentaire par rapport à quelqu'un d'autre. Tout ça pour vous dire qu'il faut toujours historiciser, et qu'on ne peut pas plaquer comme ça les valeurs d'une époque à une autre époque. Mais non, les valeurs chevaleresques, bon. Est-ce que ça a encore demandé un peu à Donald Trump si pour lui c'est important les valeurs chevaleresques? Je ne sais pas. Donc vous voyez, ben lui il calcule uniquement en termes de how much, quoi. Hein? Dis-moi combien tu as et je dirai si je t'estime, oui ou non. Voilà, donc les employés, ce sont des esclaves dans les banques, parce que l'argent, ce n'est pas une valeur hautement... Le travail de l'argent, je dis, le fait de travailler de l'argent, ce n'est pas quelque chose de particulièrement valorisable. En revanche, le fait d'avoir de la fortune, ça c'est autre chose. Il faut bien distinguer les deux. Travailler avec de l'argent et d'autre part en avoir. Parce que le fait d'en avoir peut avoir une utilité sociale, le cas échéant. Et puis, mais oui, si vous avez de l'argent, vous pouvez participer, je ne sais pas, aux liturgies, par exemple, c'est-à-dire au financement d'un certain nombre de cérémonies, au financement de pièces de théâtre, vous voyez. Alors là, c'est autre chose. Et parmi les patrons banquiers, on trouve essentiellement, même presque exclusivement, des affranchis, c'est-à-dire d'anciens esclaves qui ont été libérés par leur maître et qui s'adonnent à cette profession. J'en arrive à ma conclusion. Que retenir de mon propos? Tout d'abord, l'idée que, et j'ai déjà annoncé ma conclusion par ce que je viens de dire depuis quelques minutes, que lorsqu'on aborde un phénomène économique ou social de période reculée, voire plus récente, il ne faut pas arriver avec nos catégories de pensée. C'est la première chose. Le travail n'a pas toujours eu la même valeur à toutes les périodes et dans toutes les civilisations. L'argent n'a pas toujours eu la même valeur sur le plan symbolique dans toutes les civilisations et dans toutes les sociétés. Les choses évoluent avec le temps. Les produits dont on a besoin, par définition, ne sont pas toujours les mêmes. Si je vous ai parlé de la céramique tout à l'heure, c'est un produit indispensable à l'époque où il n'y a pas de frigo. Vous n'avez pas les garde-manger actuels, vous n'avez pas... Comment voulez-vous garder le grain d'une année à l'autre si vous n'avez pas un contenant qui permet de protéger le blé, les grains de blé, des rats, des souris? Si vous faites un trou dans le sol, ça va pourrir. Vous êtes d'accord? Ou bien, vous construisez des petits édifices en hauteur, mais c'est pas sûr du tout. C'est ce qui s'est passé à l'époque néolithique. Mais rien de tel que d'avoir des grands pots, des grandes jarres, des grandes amphores, où vous mettez le grain qui va servir pour les semailles de l'année qui suit, pour conserver du vin, pour conserver de l'huile, parce que l'huile était très importante, et elle reste importante dans l'alimentation méditerranéenne aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'étonner que la céramique soit le premier des artisanats à Athènes. Athènes, je vous l'ai dit, est aussi une cité maritime qui possède un port. Un port, c'est un lieu d'échange entre des gens qui sont sur place, les emporoi, qui sont des commerçants qui vivent sur place, soit ce sont des métèques, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de métèques,
parmi ces emporoi, sont très nombreux, et ce sont des gens qui voyagent d'une région à une autre. Ils s'établissent là où c'est le plus intéressant pour leurs affaires. Je vous ai parlé des banquiers. Les banquiers ont pour mission de faire de l'argent, ça c'est le point de vue personnel, mais je dirais d'un point de vue social, de fluidifier la circulation de l'argent. Ça permet de le faire bouger sans risque. Je vous ai parlé de la construction, je vous ai parlé surtout des mines. Les mines qui sont des lieux d'exploitation extrêmement pénibles. Ce sont des lieux épouvantables d'exploitation humaine. On ne vit pas longtemps quand on est misère. Je vous montre quelques livres. Tout d'abord de Léopold Mijotte, Ellipse, dans la collection Ellipse, L'économie des cités grecques. Alors, un ouvrage fondamental d'Alain Bresson, en 2 volumes, L'économie de la Grèce des cités, chez Armand Collin, tome 1, les structures et la production, tome 2, qui nous intéresse plus particulièrement pour la partie, ceci c'est pour la partie évidemment agriculture et industrie, et pour la partie commerciale, le tome 2, les espaces de l'échange. Alors, un recueil de textes qui possède une longue introduction, Économie et société, les 2 termes étant au pluriel, en Grèce ancienne, de Michel Austin et Pierre Vidal-Naquet. Donc vous y trouverez de nombreux textes qui peuvent servir pour, le cas échéant, préparer donc, des leçons. Parce que dans les manuels scolaires du secondaire, on ne trouve pas toujours le texte qui convient. De Moses Finet, Économie et société au singulier, cette fois-ci en Grèce ancienne, édition du Seuil, collection Point d'Histoire. Le travail en Grèce et à Rome, par Claude Mossé, Petit que sais-je. Et enfin, pour terminer, d'Yvon Garland, Les esclaves en Grèce ancienne, édition La Découverte. J'ai dit